Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore sur ce plateau pour votre émission AgriBoost Magazine, celle-ci qui fait la promotion de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Pourquoi la pêche demeure-t-elle encore en République démocratique du Congo artisanale? Tel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invitée, Madame Patricia Maïcha, qui est coordonnatrice du réseau pour le développement intégral du Congo, REDIC en sigle, aussi membre du bureau du réseau africain des femmes transformatrices et commerçantes du poisson. Bienvenue à vous, madame. Merci beaucoup, madame la journaliste. Avant tout, passons d'abord à l'actualité du secteur. Sachez qu'à Minova, dans le groupement de Bouzi, en territoire de Kaélé, au sud Kivu, des poissons sont montés au-dessus du lac Kivu le vendredi dernier de suite de l'ébullition du gaz méthane. Selon les témoignages recueillis sur place par nos confrères de Top Bouzi, les femmes et enfants de ces milieux ont aperçu dans l'après-midi les poissons approcher les abords sans connaître l'origine. Quelques heures après cette apparition, la rive du lac Kivu a été envahie par des personnes venant de toutes parts, des jeunes filles, des garçons, des parents munis des vases afin d'attraper des poissons qui flottaient sur les eaux du lac. La force navale de Minova, de son côté, note que des pareilles situations s'observent dans des périodes d'éruption volcanique. Rappelons que la dernière explosion du gaz méthane dans cette partie du pays remonte entre les années 2004 et 2006. Madame Patricia Maïcha, les poissons empoisonnés sur les lacs Kivu par le gaz méthane, quels sont les dangers que court cette partie du pays du secteur de la pêche? Bon, par rapport à cet aspect des poissons empoisonnés sur les lacs Kivu, les informations nous sont parvenues le vendredi passé où on a appris qu'il y avait des poissons qui flottaient sur les eaux. Et après enquête et le message qui a été publié par le ministère des Hydrocarbures, il a été confirmé que c'était le gaz méthane qui a fait que ces poissons meurent. Mais ça, c'est déjà un danger parce que c'est une grande perte de la biodiversité. Et puis, on n'a pas encore bien identifié les causes réelles qui fait qu'il y ait cette mort massive de poissons. Mais les dangers qui courent encore, c'est par rapport aux populations environnantes. Et si cette population consommait ces poissons-là, parce que ce n'est pas aussi à écarter que cette population a déjà consommé ces poissons. Oui, déjà, madame, l'actualité a dit que la population s'est précipitée pour ramasser ces poissons et les consommer. Est-ce qu'il y a risque pour leur santé? C'est pourquoi je me dis que nous attendons le résultat des scientifiques mais j'en profite devant ces micros pour lancer un appel à la population de Minova, la population environnante, même la population du sud Kivu et du nord Kivu, de ne pas consommer ces poissons. Parce que nous savons qu'il y a d'abord rareté des produits de pêche par rapport au changement climatique. Mais quand il y a une perte et une grande biodiversité de poissons qui viennent de mourir comme ça, dans des conditions qui ne sont pas encore très bien définies, c'est très risqué. Nous ne savons pas les répercussions que ces poissons peuvent avoir sur la santé. Ainsi, je peux en profiter pour interpeller le ministère de la Santé afin que le ministère de la Santé aussi s'implique pour que nous sachions si ces poissons n'auraient pas intoxiqué le consommateur. Mais alors, nous savons que cette population a déjà consommé, puisque déjà depuis ces jours-là, ils ont ramassé ces poissons pour les consommer. Alors, nous supposons qu'ils l'ont déjà fait. Alors, si ce n'est pas trop tard, qu'est-ce que vous pouvez dire, proposer une solution à cette population? La solution, moi, ce que je peux dire, c'est demander à notre gouvernement de mettre en place une commission urgente composée du ministère de la Pêche, qui est le ministère des tutelles, le ministère des Hydrocarbures et le ministère de la Santé, pour que cette commission arrive sur place et qu'il y ait des scientifiques qui vont d'abord tester les poissons, reconnaître les causes réelles de leur mort, et puis savoir s'il y aurait des effets toxiques par rapport à la santé afin que toute cette population environnante soit suivie, qu'on voit si on peut sauver les vies
et voir s'il y a encore de stock de poissons, parce que je ne m'imagine pas qu'ils ont tout vendu ou ils ont tout consommé, parce que c'est beaucoup de poissons. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Essayer de décourager la consommation de ces poissons dans cette zone-là, parce que c'est vraiment un danger. Il faut que les scientifiques nous disent réellement si ces poissons ne sont pas toxiques. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire, les structures comme les vôtres, dans cette situation? Nous, en tant que réseau, plateforme des acteurs non étatiques œuvrant dans la pêche et aquaculture en République démocratique du Congo, c'est notre rôle. C'est pourquoi cette affaire nous concerne. Et le même jour, il y a nos organisations membres qui sont sur place et qui sont en train de nous envoyer les informations. Nous essayons d'alerter de part et d'autre. D'une part, les autorités et d'autre part, sensibiliser la population locale à ne pas consommer cette biodiversité. Mais la peur qui persiste dans notre camp, c'est de savoir, parce que c'est dans un lac, les lacs grands, et dans l'eau, c'est les gaz réellement, les gaz est partout. On ne saura pas limiter l'endroit où les dégâts s'est fait quelque part, mais les lacs grands, si c'est quelque chose de toxique, donc tous les lacs peuvent être affectés. Et il y a d'autres côtés, les gens qui exercent même le levage en cage dans ce même lac. Maintenant, qui nous dit que ces poissons qui sont aussi dans les cages ne seront pas affectés par rapport à ce qui a tué les autres poissons? D'où vraiment il faut une équipe urgente, comme je l'ai tantôt dit, une équipe urgente des scientifiques pour descendre sur terrain et identifier les réelles causes de la mort de ces poissons et prévenir tous les dégâts qui peuvent encore venir. D'accord, madame, mais selon vous, ce qui a causé la mort de ces poissons, comment faire pour ne plus revivre cette même situation à l'avenir? Bon, telles que les informations que nous avons, on a le ministère des hydrocarbures nous a rassurés parce qu'ils ont commencé déjà leur phase de dégazage, si réellement c'est les gaz. Si ce n'est pas les gaz, si c'est un autre phénomène, parce que les autres disent que c'est lié au volcan aussi, on ne sait pas. Mais je me réserve de donner tout commentaire par rapport à cette situation, parce que c'est une question très pertinente. Et nous attendons, il y a aussi, parce que dans notre réseau des acteurs non étatiques, nous avons tout un pool de scientifiques et les chercheurs avec lesquels nous travaillons. Il y a une équipe qui a déployé une descente sur terrain. Aujourd'hui même, nous attendons demain, nous pouvons avoir les rapports de l'équipe et là, nous pouvons donner notre position quant à ce. Les rumeurs faisant état de la perte par la RDC de 6 millions de dollars américains utilisés pour l'obtention du quota de pêche de 27 300 tonnes de Sinchar dans les zones namibiennes ont pris fin. La Namibie vient de reconduire le quota de pêche de la RDC jusqu'au 31 décembre 2022. Des précisions dans ce reportage. Suivez. Enfin, la décision prise par la Namibie de reconduire le quota de pêche de la RDC jusqu'au 31 décembre prochain vient couper court aux rumeurs faisant état de la perte par la République démocratique du Congo de 6 millions de dollars américains utilisés pour l'obtention du quota de pêche de 27 300 tonnes de Sinchar dans les eaux namibiennes. C'est dans une correspondance datée du 15 mars dernier que le ministre namibien de la Pêche a informé le ministre congolais de l'économie nationale de sa décision de reconduire pour l'exercice 2022 le quota de pêche obtenu par le gouvernement congolais en novembre 2021. Dans ce document, le ministre namibien a indiqué, je cite, « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 33 de la loi du 2000 sur les ressources marines, j'accorde par la présente au gouvernement de la RDC le droit de récolter à des fins commerciales le 27 300 tonnes métriques non capturées du quota de poissons Sinchar pour la période 2022, ceci prenant cours à partir du 7 mars et expirant le 31 décembre 2022. » Fin de citation. Le document rappelle que le navire qui devra être utilisé pour les opérations de pêche doit tenir compte de la main-d'œuvre namibienne qui ne doit pas être inférieure à 55%. Sachez que le quota garantit que les Sinchar doivent être pêchés au plus tard le 31 décembre 2022 car aucune prolongation ne sera accordée. Pour rappel, face à la résistance des importateurs de ces produits de grande consommation à RDC de respecter les prix concernés avec le gouvernement, ce dernier avait décidé de négocier un quota de pêche des Sinchar à mettre à la disposition des opérateurs économiques congolais pour assurer le juste prix de ces produits sur les marchés.
Mais le processus a été confronté à plusieurs obstacles, notamment le temps pris par le gouvernement pour débloquer les fonds nécessaires. Les autres opérations de pêche qui devraient s'en suivre attendent toujours le financement. La République démocratique du Congo a donc la possibilité de pêcher la totalité de son quota des chanchards pourvu que les fonds nécessaires soient débloqués à temps. Alors pour vous, nous devrions toujours continuer de consommer ces poissons? Moi personnellement, je suis de ceux-là qui croient que nous devons consommer le poisson congolais. Bien sûr, nous pouvons recourir à l'importation, mais d'abord consommer le poisson congolais parce que la souveraineté alimentaire est un droit et Dieu nous les a donnés. On peut aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas, mais nous avons le poisson. Et nous avons aussi la capacité et la possibilité d'en élever dans toutes les 26 provinces parce que nous avons un grand bassin hydrographique prédisposé à l'élevage de poissons. Alors, pourquoi, selon vous, notre fleuve, tout ce que nous avons comme potentialité du secteur de la pêche, n'arrive pas à couvrir l'alimentation de tout le peuple congolais? Le problème majeur d'abord de nos poissons, c'est l'enclavement. La plupart de nos sites de pêche sont enclavés. Et là, c'est un problème d'infrastructure pour évacuer les poissons. Et nous avons beaucoup de poissons récoltés, mais qui sont perdus après la récolte. Donc, il y a beaucoup de pertes post-récolte. Donc, on les pêche. C'est par faute de moyens de conservation appropriés, ces poissons sont perdus et n'arrivent pas dans des lieux de consommation. Et c'est pourquoi nous trouvons la rareté des produits sur les marchés. Et là où il y en a trop en abondance, mais c'est enclavé, les gens ne savent pas les évacuer. Parce que moi, je vis dans un coin dans notre pays, ici en RDC, où on avait fumé les poissons. 6 mois passés, par manque de moyens d'évacuation et de clients pour les vendre, on a pris les anciens poissons fumés pour les utiliser comme bois de chauffage et fumer les nouveaux poissons. Donc vous sentez, ça c'est une grande perte avec l'énergie et la force que les gens ont utilisé pour fumer ces poissons, mais qui étaient invendus, faute de moyens d'évacuation, faute d'infrastructures adéquates, les infrastructures routières, les infrastructures fluviales. Donc tout ça, c'est un grand problème. Mais nous ne pouvons pas aussi ne pas reconnaître qu'il y a aussi un grand problème de rareté des produits parce que les changements climatiques, avec les changements climatiques, il y a beaucoup de zones de frayeur qui sont D'accord, pour vous, le changement climatique peut influencer la perte d'une partie des eaux du poisson? Non, oui, les changements climatiques influent beaucoup parce qu'il y a le changement de la température. Les zones de frayère, donc ce sont les zones de ponte, là où les poissons se développent, ça se détruise. Et là, nous pouvons trouver rarement de poissons. Il y a aussi parfois la montée des eaux. Donc, il y a des perturbations et tout ça, c'est tout l'écosystème qui est affecté. Les Nations Unies ont déclaré l'année 2022 l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. Une manière pour la FAO et les autres systèmes des Nations Unies d'attirer l'attention sur le rôle que jouent les petits pêcheurs, les aquaculteurs et les ouvriers du secteur de la pêche dans la sécurité alimentaire et la nutrition. Gros plan sur le travail des pêcheurs de Kinkole dans cet élément. À petite échelle, une grande valeur. C'est le slogan retenu par l'Assemblée générale des Nations Unies pour faire de 2022 l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. L'objectif est d'attirer l'attention sur le rôle que jouent les petits pêcheurs, les aquaculteurs et les ouvriers du secteur de la pêche dans la sécurité alimentaire et la nutrition, l'éradication de la pauvreté et l'utilisation durable des ressources naturelles. Nous sommes allés vers le quartier Kinkole dans la commune de Lansele pour vous faire revivre le travail de nos pêcheurs. Le majestueux fleuve Congo regorge un potentiel halieutique considérable qui constitue une richesse pour la République démocratique du Congo du point de vue économique, écologique et touristique. Malheureusement, les poissons sont encore exploités à 90% de façon artisanale à la place d'une pêche industrielle et moderne. Ces hommes et femmes pêcheurs et vendeurs de poissons rencontrent d'énormes difficultés. Il manque des outils appropriés pour la pêche, mais aussi de chambres froides pour la conservation des poissons. Ils se plaignent également du manque de coordination avec les autorités.
était que liambisi soit bato bazo teka ezo le kabiente. Il fallait bâtir la biso ba chambre froide ba pêcheur ba kana tongo ba mbisi etikali ba chena ba chambre froide pour ba mbisi ezala ka pe bien. O teka ba mbisi yango e oyo ya kobeba ebebi eloko nini tozo sawa. Nde crise ezo kota pacha wana. Biloko ezo koka oteka ma bambisi bien. Po na tongo soki oleki wana okuta ba boîte ata 100. Mbisi. Ba mama ko somba yo mususu ekotika la bon. Tokucha wapi? Le gouvernement to conseil lisali sika ba filet. Pour que lobby qu'on a bisala ka ba filet. To ba filet ye motamotazi ata mo ya ye ndamu ko sunga biso. Na misala na biso. Po bana mingi bakomi ko koma na ko yiba pona nini ko zanga ba instrument ba yibi musala mais po asomba yango moya ko somba ezate. En ce qui concerne normalement ba pêcheurs au baza ko ivra. Bazana ba difficulté énorme. Mais na linga kina ciblé lo comme mutuya. Ce que tuni ba pêcheurs oyo bazalia. Est-ce que ba yebi ministre provincial chargé à pêche? Ba yebi ce que ezali gouvernement à proximité. Pourquoi ba ko tika non ba bureau na bangote ba kiti vers les pêcheurs? Mutao sala ke po ville province à Kinshasa et Liambisi. Oyebi ete. Bango pe ba yebi ote. Ce n'est pas normal. Tozo la sambisi na mai po, toza na chambre froide te, mbisi lelo koki kokufwa. Tozo banga moyen ya komatisa ngo ezate to na courant malonga te to pe na chambre froide te. Yango toza na besoin gouvernement ta la biso ba mama na ba papa ya maluku. Ba pêcheur nzela la biso na nu oyo to liela keza nzela moko. En République démocratique du Congo, où la pêche demeure encore à 99% artisanale, le programme de relance de la pisciculture initié par le gouvernement, qui prévoyait notamment la formation des pêcheurs et l'élevage des poissons, n'est toujours pas effectif. Le gouvernement rassure qu'il est important qu'on aille vers une pêcherie industrielle, mais surtout qu'on diversifie le mode de production du poisson de façon industrielle et intensive. Voilà, Madame Patricia, pour vous, quand est-ce que la RDC peut arrêter de pêcher artisanalement pour pouvoir vaquer vers une pêche industrielle? Bon, d'abord, la pêche artisanale n'est pas un péché. Parce que ce n'est pas seulement le cas de la RDC, c'est le cas presque de toute l'Afrique. Oui, parce que la pêche artisanale ne peut pas couvrir l'alimentation, la consommation, soit alors pêcher en une grande quantité. Alors parce que nous estimons que la pêche industrielle peut produire une grande quantité de poissons. Non, ce n'est pas ça la vraie information. D'accord. En tant qu'actrice, je peux vous dire que la pêche artisanale, c'est celle qui survient à plus de milliers de familles en Afrique et spécialement en RDC, parce que tout ce que nous avons comme pêche dans notre pays, tous les produits de pêche que nous vendons sur le marché, ça nous vient de la pêche artisanale. En RDC, nous n'avons pas la pêche industrielle, sauf une petite portion vers la côte atlantique, à Mwanda, qui est très insignifiant. Mais tout ce que nous voyons comme poisson sur le marché congolais, c'est issu de la pêche artisanale. Et ce n'est pas n'importe quelle pêche. Il suffit seulement que cette pêche soit bien encadrée, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a des méthodes traditionnelles qui nous aident à conserver la biodiversité. Et c'est pour cette même raison-là qu'au mois de novembre de l'année 2021, les Nations Unies a déclaré l'année 2022 comme l'année internationale de la pêche artisanale et dans le monde entier. Mais il a été reconnu que c'est en Afrique où il y a 70% de la pêche, c'est par la pêche artisanale. Et cette pêche est en train de subvenir à la vie de plus de milliers de populations qui dépendent de cette pêche. Parce que la pêche, ça contribue à la sécurité alimentaire, cette pêche artisanale, ça contribue à la création des emplois et la subvention de familles. Alors vous estimez que ce n'est pas nécessaire à la RDC d'aller vers une pêche industrielle parce que pour vous, la pêche artisanale nourrit les familles, nourrit une grande quantité de la population et puis offre des travaux. Oui, dans un premier temps, ce que je peux suggérer à notre pays, aux autorités, aux dirigeants, c'est d'encadrer d'abord cette pêche artisanale et penser à la pêche semi-industrielle. Et puis nous pouvons basculer plus tard dans la pêche industrielle, compte tenu aussi de la diversité que nous avons. Parce que nous,
c'est notre hydrographie, c'est l'hydrographie de notre pays qui est un peu compliquée parce que nous avons des lacs, nous avons des fleuves, nous avons les rivières, à part l'océan où nous avons seulement une petite partie. Et partout là, on peut exercer la pêche. Mais pour les eaux partagées comme les lacs Tanganyika, les lacs Édouard, les lacs Albert, les lacs Tanganyika, on se les partage avec la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. Les lacs Albert, on se les partage, et Édouard, on se les partage avec l'Ouganda. Mais nos voisins, ils sont déjà dans la pêche industrielle. Et comme c'est le même lac, les poissons n'ont pas de frontières. Donc, il peut être un poisson congolais, mais il sera pêché en Tanzanie et consommé en Tanzanie. D'où, nous aussi, nous pouvons développer ces mêmes mécanismes. Mais pour les eaux continentales, comme le fleuve Congo, nos rivières, dans la dépression de Kamalondo, le lac Tumba, le lac Moiro, là, nous pouvons penser à encadrer d'abord cette pêche artisanale et à penser à la pêche semi-artisanale industrielle. Madame, vous êtes du secteur, je pense que vous connaissez, vous n'ignorez pas les difficultés que rencontrent ces pêcheurs artisanaux. Alors, quelles propositions, qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement? Quels sont ces mécanismes mettre en place pour aider, faciliter la tâche à ces pêcheurs? Tout est mis en place. Il y a tout un arsenal qui est mis en place. Il y a un outil de sensibilisation qui a été mis en place par la FAO depuis une année passée. C'est les directives volontaires pour la pêche artisanale. Là où toutes les parties prenantes sont impliquées par rapport à cette pêche-là et pour reconnaître le travail que font cette population. Mais ce qui n'exclut pas de penser aussi à une autre supplément. Je ne peux pas appeler ça alternative parce que ça ne peut pas remplacer la pêche de cueillette, mais nous devons penser à l'aquaculture. Nous devons penser à l'aquaculture intensive parce que nous avons la possibilité de faire l'aquaculture partout. Même chez vous, dans votre parcelle, vous pouvez faire l'élevage des poissons. Donc, il faut que le Congolais parvienne à élever les poissons de la même manière qu'on peut élever les poules, on peut élever les chèvres, on peut élever les canards dans nos familles, dans nos concessions. Est-ce qu'il y a une formation quelconque suivre pour pouvoir être en mesure d'élever les poissons, soit n'importe qui peut élever les poissons? Oui, c'est ça notre travail, effectivement. Nous faisons des formations tous les jours, des sensibilisations, parce qu'on peut faire l'élevage des poissons sous toutes les formes. Sous-sol, hors-sol, en cage. Donc, il y a en bac plusieurs façons, même au marché, parce que je vis les amis les font au Mali. Au marché, dans des grands marchés, on élève le poisson sur place et les gens vont acheter les poissons dans des bacs d'élevage. Vous achetez un poisson vivant, on le tue sous vos yeux, vous l'amenez à la maison, vous allez le manger. Et là, c'est une grande innovation qui pourrait nous aider de vaincre cette histoire des poissons importés qu'on nous amène avec des formules et dont on ne connaît pas la date dont ils ont été pêchés. Mais quand c'est un poisson élevé, là, on maîtrise même sa traçabilité, on sait ce qu'on consomme et nous pouvons nous contenter et dire que nous avons consommé du bio. D'accord, madame. Alors, dites-nous, dans votre structure REDIC, où vous êtes coordonnatrice, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? C'est quoi vos luttes, ce que vous menez sur le terrain face aux multiples problèmes des pêcheurs? Le REDIC, d'abord, c'est le réseau pour le développement intégral. Nous nous sommes donné de la souveraineté alimentaire comme notre cheval de bataille parce que c'est un droit consacré par notre Constitution. Et nous avons dit que manger, c'est d'abord un droit, ce n'est pas un luxe. Et là, nous avons choisi le secteur pêche dans le cadre de la souveraineté alimentaire parce qu'il faut avoir l'équilibre sur table. Quand il y a la protéine végétale dans l'agriculture, on peut trouver la protéine végétale, le manioc, le pondou, les accompagnements, mais on a besoin de la protéine animale pour manger complet. Et ce qui nous a révolté, c'est de voir que sur le marché congolais, on peut trouver un poisson de fleuve à $100 la pièce, $50 la pièce, mais un poisson importé est moins cher que ça. Et nous, c'est sur base de ça que nous sommes décidés de faire de ce secteur notre cheval de bataille, de sensibiliser d'une part les acteurs impliqués dans le secteur et les représenter dans un plaidoyer à plus haut niveau et de plaider auprès de nos autorités qui ont cette mission de nous encadrer, d'aider les entrepreneurs, les sensibiliser à investir dans le secteur parce que le ministère ne produira jamais le poisson. Oui, d'accord. Est-ce que vous existez depuis quand, la structure, et est-ce que vos luttes ont produit des fruits jusque-là? Oui, le REDIC existe depuis 2014, c'est ce que nous sommes sur terrain. On a commencé au niveau de l'Est du pays, à Ouvira précisément, où on encadrait les femmes qui sont dans
le commerce et les séchages de poissons, Ndakala. On les a formés, aujourd'hui ils les font dans les normes et l'air Ndakala se vend même à l'exportation à l'extérieur du pays parce que ça respecte les normes et maintenant c'est vendable partout ailleurs et ça a aidé ces femmes à accroître leurs revenus. Au-delà de ça, nous avons mené notre plaidoyer par rapport à la loi sur la pêche qui est en cours, mais nous avons beaucoup travaillé sur ça. Et il y a tant d'autres outils sur lesquels nous avons travaillé dans la réglementation. Et parce que nous représentons les acteurs non étatiques œuvrant dans la pêche en RDC au niveau régional, donc au niveau de la région de l'Est, au niveau de la SADC et au niveau de l'Union africaine. Et dans les groupes consultatifs sur la mise en œuvre des directives volontaires sur la pêche artisanale. Donc dans toutes ces organisations internationales, nous représentons les acteurs non étatiques de la RDC. Mais nous, en tant que réseau, nous sommes un bureau et nos membres, ce sont des organisations sur terrain, des coopératives de pêcheurs, des organisations de femmes marieuses, des entrepreneurs qui vendent les intrants de pêche, des entrepreneurs qui vendent les aliments de poissons, des scientifiques qui savent les formules, comment faire le croisement des poissons, des scientifiques comme nous, ceux-là qui vont aller étudier les cas qui s'est passé à Minova sous les lacs Kivu. Donc tous ces gens-là sont les acteurs non étatiques parce qu'ils ne sont pas agents de l'État, mais ils sont membres de notre réseau. Et c'est autour de cette thématique que nous essayons tous de travailler et de voir comment relever les défis dans notre pays. Exactement, madame. Alors, dans vos luttes, vous ne visez pas seulement les pêcheurs, il faut plus voir la population, parce que la population qui se plaint de ne pas trop consommer fréquemment des poissons pêchés dans nos lacs, dans notre fleuve. Alors, qu'est-ce que vous promettez à nous consommateurs des poissons? Peut-être à l'avenir, si nous pouvons avoir accès facile peut-être un prix abordable de nos poissons pêchés ici en RDC. D'abord, le premier cible de notre plaidoyer, de notre campagne, de notre élite, c'est la population congolaise en général. Parce que tout ce que le pêcheur produit, il ne fait pas pour lui. Et si nous militons à ce que les pêcheurs soient bien encadrés, pour que les pêcheurs disponibilisent un bon produit sur le marché qui sera mis à la disposition de tous nos Congolais. Et si nous luttons pour qu'il y ait accessibilité, que tout Congolais ait accès aux poissons congolais, parce que nous en avons, c'est un droit, nous en avons. Et puis, nous luttons aussi à la souveraineté alimentaire. Donc, un Congolais doit bien manger. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Il doit bien manger. Parce que Dieu qui nous a donné ces poissons-là, notre pays, nous avons le deuxième lac le plus poissonné du monde. Nous avons des rivières, nous avons même dans les rivières Kalam, ici, vous allez trouver le poisson. Mais c'est juste une petite volonté, un petit encadrement. Je suis sûre et je suis de celles-là qui croient que les Congolais consommeront le poisson congolais. Vraiment, parce que c'est ça ma lutte. Voilà, vous êtes sûr de croire que les Congolais un jour consommeront les poissons, les made in Congo. C'est ça. Alors, Madame Patricia Maïcha, une dernière question avant de nous séparer. Quels sont ces mécanismes à mettre en place pour pouvoir booster le secteur de pêche ici en RDC? Les mécanismes à mettre en place sont connus parce qu'il y a déjà un plan national pour le développement de la pêche au niveau du ministère qui doit encadrer les acteurs. Mais nous, au niveau de notre réseau, nous continuons à booster, à encourager, à sensibiliser les entrepreneurs, les hommes d'affaires congolais qui ont les moyens d'investir dans la pêche. Bien sûr, c'est un secteur très risquant, mais c'est aussi un secteur très porteur. Quand vous vous lancez dans la pêche, vous ne serez pas déçus. Mais seule chose, je peux recommander à ceux-là qui vont se lancer dans le secteur de l'aquaculture, la pisciculture, la pêche, qui puissent approcher les experts. Parce que ça demande beaucoup de technicité. Quand vous y allez en charlatan, vous allez perdre votre argent. Mais si vous êtes bien encadré, vous avez un encadrement technique, vous avez eu une formation où votre équipe a été formée, vous n'allez pas perdre votre argent. Parce que ce secteur-là, surtout l'élevage de poissons, c'est un secteur très porteur et les poissons sont toujours recherchés. Voilà, dans votre structure REDIC, est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés dans vos plaidoiries, dans les luttes que vous menez? Alors, quel message vous pouvez lancer peut-être aux gouvernants pour vous faciliter la tâche?
À chaque chemin correspond ses épines, oui. Nous avons beaucoup de contraintes. Parfois, il y a des difficultés rencontrées. Mais en tant que femmes engagées, femmes fortes de la société civile, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous essayons de forcer les portes là où elles ne sont même pas ouvertes pour que notre plaidoyer parvienne. Et nous travaillons en franche collaboration avec le ministère de tutelle, parce que c'est notre partenaire incontournable, et d'autres ministères sectoriels qui sont parce qu'il y a une interdépendance entre les ministères. Donc ça ne dépend pas seulement du ministère de pêche, l'environnement aussi intervient, et le commerce aussi intervient, bon, l'industrie aussi intervient, et nous essayons de travailler avec tous ces ministères pour plaider pour la pêche en RDC. D'accord. Est-ce que dans Redic, on ne retrouve seulement les femmes? Vous êtes aussi... il y a aussi des hommes? Le Redic n'est pas une organisation féminine. C'est une organisation de Congolais. D'accord. Donc les hommes et les jeunes sont le bienvenu. Alors vous pouvez faire appel à ces jeunes hommes, femmes, de vous rejoindre, de rejoindre la lutte? En tout cas, j'en profite pour les appeler de venir rejoindre la lutte. Donc c'est un secteur porteur, mais c'est un secteur qui demande l'abnégation et surtout essayer d'accepter, d'apprendre. Et quand vous avez déjà appris, vous avez la technicité, parce que tout est purement technique, vous allez vous en sortir et vous ne regretterez jamais. Merci beaucoup Madame Patricia d'avoir été de nôtre. Merci beaucoup Madame Marie-Lise. Merci. Dans la rubrique mots du secteur, je vous laisse découvrir l'explication du mot power fishing. Suivez. Power fishing, c'est la pêche rapide, la pêche de protection avec de leurres de détection rapide à billes, palettes et tant d'autres, dans le but de rapidement toucher des poissons et de déterminer leur activité et leur profondeur. Et la dernière rubrique, c'est le rendez-vous. Voici quelques événements à retenir. Suivez. Voilà, chers téléspectateurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de rester branchés sur ZTM et suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, AgriBoost Magazine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Boost, un nouveau concept qui fait la promotion du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de la sémence à la commercialisation. AgriBoost explique les enjeux de développement local des produits agroalimentaires made in Congo. Au programme, l'actualité, des grands reportages sur des exploits et innovations des producteurs ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Ensemble, revalorisons l'image de l'agriculture.